des nouveautés, mais de ce qui peut être considéré comme soit des innovations, soit des intérêts récents concernant la prise en charge de la douleur. Bon, j'ai appelé ceci innovation thérapeutique, mais surtout, je voulais vraiment m'appuyer sur ce qui a été découvert récemment ou mis en place récemment dans le domaine de la douleur chronique. En douleur aiguë, les choses vont pas très vite, et puis, somme toute, on sait traiter la douleur aiguë. Hein. Ce n'est pas très compliqué. Le problème, c'est le contexte de traitement de la douleur aiguë. Et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, plutôt que de travailler sur des médicaments ou de travailler sur des techniques, donc on va travailler beaucoup plus sur la globalité de la situation douloureuse chronique et on pense beaucoup plus biopsychosocial et évidemment approche complémentaire que approche médicamenteuse, chirurgicale ou technique comme par exemple la kiné, même si évidemment la kiné c'est très important. Simplement c'est une dérive effectivement progressive de ce qui est plutôt hard vers ce qui est plutôt soft. Alors, je vous dis un petit peu comment je le prends. Bon, peut-être que vous connaissez pour certains cette diapo, pardon, mais bon, ces diapositives, c'est simplement de dire que fondamentalement, on a toujours tendance dans la douleur, quelle qu'elle soit, et en particulier dans la douleur chronique, de trouver une cause lésionnelle. Donc, on va regarder par chacun des trous, on fait des examens parfois excessifs, mais en gros, on veut chercher, c'est la tendance naturelle hein, chez le médecin, mais même chez d'autres professionnels de santé, une cause somatique. Parce que c'est celle qu'il faut éliminer. Si elle n'est pas là, tant mieux. Mais si elle n'est pas là, est-ce que c'est parce qu'on ne l'a pas vue ou vraiment elle n'est pas là? Ça, on ne le sait jamais. Parce que si on ne voit rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Ça veut dire que peut-être qu'on ne voit pas ce qu'il y a. Et ça, c'est un vrai souci. Alors, pour l'instant, avec par exemple ces trois gars qui regardent un peu par tous les trous, la seule chose qu'on ne voit pas, c'est le trou de la sécu. Et lui, excuse-moi Gérard, en fait on est toujours sur la première diapo, il faudrait que tu te mettes en mode diaporama pour le c'est fait. partage. C'est fait pourtant. Je suis sur le mode diaporama. On a voilà, là c'est bon. Et là, c'est bon. Là on voit défiler les diapos, c'est bon. Par, Vous êtes sur par contre, celle-ci, c'est bon. Alors, est-ce que vous êtes sur la diapo du dessin de cerf? non, on est sur la diapo titre. Bon, alors je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas le dessin de cerf. On va peut-être passer comme ça. Vous avez le dessin de cerf là? Non. Bon, il y a Ce que vraiment je un te souci. propose, ce que je te propose, c'est que ce soit moi qui le partage. Ouais, mais je vais te dire suivante s'il vous plaît. C'est un peu Il n'y a désagréable. aucun souci. Ok. Bah alors suivante s'il te plaît. Alors attends, alors il faut que tu enlèves le partage de ton côté. C'est... J'ai plus de partage a priori. C'est bon ou pas? Alors, voilà, je pense que. Est-ce que là c'est bon pour tout le monde? Vous voyez la diapo titre? Oui, oui, on voit là. Parfait, merci. C'est bon, Gérard. Donc, on est sur le dessin de cerf. Bon, parfait. Donc, je disais que, bon, voilà, on est souvent amené en tant que professionnel de santé à regarder s'il y a une cause somatique à une douleur chronique notamment, et puis on regarde par tous les trous. Bon, voilà, et en général, on ne voit pas, notamment dans la situation douloureuse chronique, c'est pas facile de trouver une cause somatique, pas tout le temps en tout cas. Et est-ce que c'est qu'elle n'existe pas, donc on ne la voit pas parce qu'il n'y en a pas, ou bien on n'est pas capable de la voir? Je disais que quand on regarde par tous ces trous, c'est la même problématique. Est-ce qu'en regardant par tous ces trous, on voit le trou de la sécu? Non, on ne voit pas le trou de la sécu. Donc c'est la façon de voir qui compte. Hein, voilà. Et donc c'est cette façon qui a changé au cours des 10 dernières années. La suivante. Voilà, donc on n'est plus sur un diagnostic au sens des critères cliniques, paracliniques, et puis ensuite, le nom m'échappe, mais en fait, en gros, sur des bases éthiopathogéniques, on est sur des situations, c'est-à-dire c'est des situations, des contextes qui sont pathologiques parce que les gens se plaignent de douleurs chroniques, mais on n'est plus sur une clinique spécifique d'une maladie ou d'une lésion. Donc, on est sur une situation dite globale. Suivante. Alors, j'ai mis celle-ci volontairement parce que vous la connaissez tous. Hein. Vous avez donc là une équipe, donc vous êtes en pluripro.
et puis vous avez un patient en face de vous. La particularité de cette photo, c'est que le patient a l'impression qu'il est déjà mort, puisqu'il est allongé. Et la deuxième particularité de cette photo, c'est que vous avez un type avec un sourire extraordinaire, qui est sur votre droite, et qui a beaucoup de stylos, vous savez, à sa veste. C'est-à-dire qu'en gros, on a l'impression que lui, il va toujours pouvoir répondre. C'est-à-dire, en gros, quand il y a un stylo qui ne marche pas, on en a toujours un autre. Et ça, c'est notre sujet, parce que dans la douleur chronique, c'est, bon, ben, quand il y a un truc qui ne marche pas, ben, on en prend un autre. Et donc, c'est la surenchère permanente. Alors que peut-être le problème, ce n'est pas de proposer à nouveau une thérapeutique, ou du moins la même approche. Là, c'est une série de stylos, donc on va utiliser la même approche pour écrire. Donc, pas de langage des signes. Est-ce que justement, peut-être que pour écrire, là, pour cette personne, il y avait intérêt à utiliser le langage des signes? Bon, c'est une métaphore pour dire que quand on n'y arrive pas avec une série de techniques ou de traitements qui sont de même nature, il faut qu'on se pose la question de savoir si on regarde au bon endroit sur le chemin thérapeutique. Donc, voilà pourquoi c'est bien qu'on s'y mette tous ensemble, mais voilà, ce n'est pas la peine d'avoir beaucoup de recharge. Donc, certes, elle est pluripro, cette prise en charge de la douleur chronique, mais elle est multidimensionnelle, donc l'aspect intégratif, holistique, biopsychosocial de l'évaluation, et elle est multimodale. Ce n'est pas un traitement, ce n'est pas un stylo, ça sera plusieurs façons d'écrire, plusieurs traitements différents, médicamenteux, non médicamenteux, psychologiques, donc le soin psychologique, etc. Voire le soin philosophique, on peut en parler. La suite. Donc les grandes évolutions, donc d'abord, alors tu peux aller jusqu'au bout, c'est une diapo surtout de titre. Voilà, stop, encore une dernière, merci. Donc je vais vous parler essentiellement de ces terrains-là, parce qu'en 10 ans, on a eu plus d'évolution thérapeutique sur ces dimensions-là qu'en 50 ans en général. Et surtout, il y a des changements qui sont emblématiques. Je vous en parlerai. Suivante. Alors les grandes déceptions, c'est effectivement cela. C'est-à-dire qu'en fait, les médicaments, on en a de moins en moins. Dans la réalité, si moi je me pose la question en tant que migrainologue, qu'est-ce qui me manque aujourd'hui dans la migraine? Par exemple, la Nocertone. Qu'est-ce qui va me manquer de plus en plus? C'est l'Epitomax. Pourquoi? Parce que c'est un désastre pour pouvoir prescrire l'Epitomax. Qu'est-ce que je ne pourrais plus prescrire, sauf cas particulier, la dépakine? Parce que la dépakine est devenue un véritable spectre. Et puis, il y a des médicaments qui marchaient très bien, mais qui donnaient quelques effets secondaires graves. On en avait, hein, par exemple, tous les pyrazolés, c'est-à-dire la baragine, la viscéralgine, qui sont des médicaments qui étaient excellents, mais on avait un cas sur 1 million d'agranulocytose aiguë qui était mortel. Et donc, on les a enlevés. Bon, je pense que si on fait le compte avec l'usage de la voiture, on n'y est pas, quoi. C'est-à-dire, en gros, ce médicament était utile pour énormément de personnes et on l'a enlevé. Je ne parle pas du Diantalvic, c'est exactement le même problème, ni du Rivotril pour vous, les médecins généralistes, qui vous a été interdit, alors que, bon, quand on sait utiliser un médicament, on l'utilise en général assez bien. La même chose pour les nouvelles molécules antalgiques. On a eu des déceptions énormes en 10 ans. Parce qu'on a pensé au tapentadol, le fameux médicament qui aurait remplacé le tramadol. Et puis finalement, c'est plutôt que d'être le magic bullet, c'est-à-dire la poule aux odeurs ou le joker, eh bien, c'est plutôt vraiment la déception totale. Donc, on a abandonné, nous, l'idée en France de l'intégrer. C'est un médicament qui s'appelle Palexia et qui est vendu en Allemagne. Ensuite, on a vu naître les biothérapies. Les biothérapies notamment dans les douleurs rhumatismales. Alors attention, les douleurs rhumatismales, on en a des biothérapies quand on a des rhumatismes inflammatoires. Mais quand on a un rhumatisme dégénératif, est-ce qu'on va prendre une biothérapie? Ben oui, ça a été essayé. Ça a été essayé au cours de ces 10 dernières années et ça a été des flops en permanence. Mais vraiment des gros flops, et en particulier dans la lombalgie chronique, où Pfizer a développé un produit pendant 4 ans pour ensuite abandonner la mise en œuvre parce que, du moins, la mise à disposition sur le commerce, parce que de toute façon, ils auraient eu très peu d'AMM, mais ils auraient eu surtout beaucoup plus de problèmes et des difficultés à obtenir des remboursements. Sauf que dans la migraine, ça a permis une avancée majeure, et on parlera de ce cas particulier de la migraine. Donc les biothérapies, malheur pour nous, rien sous le soleil, sauf pour la migraine. Et puis, on a vu évoluer aussi le concept de la fibromyalgie. La fibromyalgie, avant, on disait, c'est une douleur fonctionnelle. C'est comme la migraine, c'est une douleur fonctionnelle. Donc, c'est une douleur qui n'est pas associée à une lésion, mais à un dysfonctionnement.
Alors, la fibromyalgie, on ne connaît pas le dysfonctionnement qu'il y a dessous, on connaît les mécanismes du dysfonctionnement. Mais qu'est-ce qui fait ce dysfonctionnement? Qu'est-ce qui fait qu'il se mette en place? Ça, on ne le sait pas. Mais la migraine qu'on a mis au même niveau que la fibromyalgie, ben non. Parce que la migraine, ce sont des anomalies neuronales et vasculaires d'origine génétique. Après, l'histoire naturelle de la migraine, c'est une histoire qui est personnelle, on va dire psychodynamique. Mais la migraine en tant que telle, c'est une maladie génétique où on a des mutations génétiques. Il y a à peu près 200 gènes de vulnérabilité, dont certains sont très puissants. Et c'est une mosaïque de ces gènes qui fait qu'on est plus ou moins migraineux. Et donc aujourd'hui, on sait que ce n'est pas une douleur nociplastique. Il y a vraiment un dysfonctionnement cellulaire parce qu'il y a une génétique de dysfonctionnement. Pas dans la fibromyalgie. Pas dans l'algodystrophie. On a mis l'algodystrophie dans les douleurs nociplastiques qui remplacent le terme fonctionnel pour dire que ce n'est pas dans la tête, c'est un dérangement du système nociceptif. C'est un dysfonctionnement du système nociceptif. Mais dans la réalité, ce n'est pas vrai, parce que c'est un dysfonctionnement plus large, beaucoup plus large, puisque la fatigue ne s'explique pas par un dysfonctionnement du système nociplastique ou du système nociceptif. Donc, vraiment, le terme de nociplastique qui permettait de dire qu'il y a des douleurs nociceptives, par exemple celle du cancer ou d'un traumatisme ou de l'inflammation, des douleurs neuropathiques après lésion du système nerveux, et des douleurs nociplastiques, il n'y a pas de lésion, mais il y a un dysfonctionnement, ça n'a jamais permis de véritablement distinguer les maladies correctement entre elles, comme par exemple la migraine ou l'algodystrophie. Donc on n'a rien gagné à utiliser ce terme. Ensuite, on a vu naître au cours des 10 dernières années de multiples techniques de neuromodulation numérique. Alors je vous en donne quelques-unes. Dérivée de la TENS, on avait donc la stimulation vagale auriculaire. On a eu également l'écomodime. On a eu certaines stimulations périphériques un peu inhabituelles aux États-Unis, mais qui ne sont pas arrivées en France. On a eu la stimulation du nerf vague au niveau cervical par un système qu'on appelle le gamma-core, qui est un neuromodulateur externe. Et puis aujourd'hui, on a le bracelet RMD, qui est un bracelet qui délivre des ondes millimétriques au poignet et qui stimule le nerf médian. Le nerf médian lui-même stimulé, ayant une action qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas sur le tronc cérébral. Bon, en fait, toutes ces neuromodulations périphériques, ce sont des petits appoints, mais leur efficacité reste modeste. Et on est extrêmement déçus, malgré toutes les études qui ont été faites, parce que si c'est un appoint, c'est un appoint qui est un peu cher, parce que la plupart du temps, il faut payer pour avoir ces systèmes de neuromodulation, et c'est surtout un appoint qui ne va pas donner de changement particulier dans l'évolution de la douleur chronique chez de nombreux patients. Et puis, il y a le problème du CBD. Alors, je précise bien. Le CBD, c'est le cannabidiol, ce n'est pas le cannabis. Le CBD, c'est un extrait du cannabis et un parmi les 200 cannabinoïdes qu'il y a dans le cannabis, dans la plante cannabis. Donc, quand les gens disent « Ah, j'ai pris du cannabis », est-ce que vous avez pris la plante? Et à ce moment-là, vous êtes donc en faute, vous êtes pénalement répréhensible, ou est-ce que vous avez acheté du CBD? Et ça, ce n'est pas pareil. Eh bien là, on a les dernières données qui viennent d'arriver. CBD inefficace dans la fibromyalgie, la lombalgie, le rhumatisme inflammatoire. Donc c'est très clair. CBD, pareil, inefficace dans la douleur neuropathique. CBD éventuellement efficace dans l'insomnie, d'endormissement et dans l'anxiété, mais à des doses un peu élevées, qui ont une tendance sédative. Et on se pose la question de savoir qui a fait l'œuf, qui a fait la poule. Est-ce que c'est la sédation qui fait qu'on a envie de dormir et qu'on est moins tendu? Ou est-ce que c'est parce qu'on est moins tendu que l'on peut dormir? Ou est-ce que c'est... Voilà, donc c'est toujours pareil. Donc le CBD, c'est mauvaise pioche. Et surtout, aujourd'hui, les patients viennent avec le CBD. Et puis je vous le dis en 2 mots, le CBD a des problèmes donc de coprescription, ou en tout cas de précaution d'emploi avec des interactions médicamenteuses multiples, notamment parce qu'il inhibe ou bien il induit donc un fonctionnement des cytochromes P450 et il va donc modifier la pharmacocinétique de nombreux médicaments, et en particulier des médicaments du diabète et tous les médicaments cardiovasculaires. Donc une mamie qui vient vous voir en disant « Mon fils m'a acheté du CBD, j'ai 70 ans, ça me fait du bien pour l'arthrose », regardez donc ce que ça fait sur tout le traitement cardiotrope qu'elle a et tout le traitement antidiabétique éventuellement qu'elle a. Et vous verrez que, mine de rien, il se passe plein de choses qu'on ne voit pas. En tout cas, le vrai souci est là, c'est les interactions qui sont très nombreuses avec l'inefficacité complète du produit. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin, il marche ce produit. Il marche, oui, mais c'est l'effet placebo. Parce que quand on regarde un petit peu ce qui se passe, et ça a été fait récemment, donc vous voyez que je développe
ça comme si c'était une innovation thérapeutique, mais c'est plutôt la déception thérapeutique. Quand on regarde comment ça marche, aujourd'hui, toutes les données convergent pour dire que l'usage habituel du CBD chez l'immense majorité des gens, c'est 3 mois maximum. Or, on sait que l'effet placebo, il dure à peu près 3 mois. Il y a un deuxième aspect, c'est que les gens payent pour ça. Donc, au bout d'un certain temps, ils sont peut-être épuisés à payer 90 € par mois pour un médicament dont ils perçoivent une efficacité, mais dont, au bout d'un certain temps, l'efficacité s'épuise. Donc, il y a toutes ces questions, mais en tout cas, aujourd'hui, on est clair, la science nous donne la réponse par rapport à la douleur. Dans aucun type de douleur, aujourd'hui, le CBD est efficace. Et donc, la dernière donnée récente, c'est une énorme étude sur la fibromyalgie, où le CBD s'est avéré totalement inefficace. Ensuite, nos postures académiques vis-à-vis des approches complémentaires. Nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. L'approche complémentaire, ça par exemple le Qigong. Ça peut être par exemple la musicothérapie. Je vais prendre un exemple simple. Et là, la posture académique ou les postures académiques, c'est de dire soit nous sommes pour, ça c'est ce qu'on a dans la fameuse société savante, qui est la société savante de médecine intégrative, qu'on appelle le CUMIC, collège universitaire de médecine intégrative et complémentaire. Donc c'est un collège universitaire, hein, et qui dit les approches complémentaires, c'est fondamental. Et vous avez toutes les autres postures académiques, académie de médecine, académie de pharmacie, qui disent, elles sont plus importantes que ce CUMIC, hein, elles ont plus de poids institutionnel, qui disent ce sont pour un certain nombre des approches sectaires. Et donc aujourd'hui, quand vous avez des approches qui se décalent un petit peu de ce qui est connu, comme hypnose, méditation pleine conscience, Qigong, cohérence cardiaque, etc., on en reparlera, eh bien vous êtes taxé potentiellement de dérives sectaires. Et attention, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que vous pouvez rentrer sous les feux ou sous la lumière de la Miviludes, qui est donc l'organisme chargé de la surveillance et de la lutte contre les dérives sectaires. Donc c'est arrivé là récemment sur quelques approches complémentaires. Donc vous voyez que ça se durcit plutôt que de se libérer. Mais il y a eu tellement d'abus qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est comme évidemment tout ce qui concerne aujourd'hui la jante masculine vis-à-vis de la jante féminine. Il y a eu tellement d'abus que c'est le retour de manivelle et que ça peut être parfois au-delà de ce qui est, je dirais, adapté. Donc en 10 ans, en plus, on a eu plus de disparitions de médicaments que d'avènement global de nouveautés. Et en plus, on a cette grande déception, l'ensemble de ces grandes déceptions qui caractérisent le milieu de la douleur, ou en tout cas de la prise en charge de la douleur, et en particulier chronique. Suivante. Alors, l'éducation thérapeutique, c'est important. L'éducation thérapeutique, c'est un sujet phare, un sujet clé. Vous allez me dire, c'est pas nouveau. Bah si, parce que l'éducation thérapeutique dans la douleur chronique, ça a pile 10 ans. Et aujourd'hui, tu peux appuyer sur le dernier petit bouton. Merci. C'est intégré dans toutes les recommandations professionnelles. Le problème de l'éducation thérapeutique, c'est qu'elle n'est pas mise en œuvre. Si je vous demande, vous, à la CPTS de Voiron, est-ce que vous mettez en œuvre une éducation thérapeutique du patient douloureux chronique, vous pouvez me dire oui. Mais je vais vous demander avec qui et comment. Et donc le sujet est là. C'est qui le met en place? C'est du pluripro. Comment? C'est dans une organisation, dans le cadre d'un programme, en prenant du temps et en étant payé. Et ça nécessite effectivement un financement qui est extrêmement difficile aujourd'hui. Et surtout, ça nécessite, ça c'est vraiment important, d'avoir le bon programme. Or aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un programme disponible de façon gratuite sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, spécifiquement dédié à la douleur chronique. Si on prend les dernières évaluations de la prévalence de la douleur chronique, c'est 30% de la population générale. Et des douloureux chroniques difficiles, c'est 5% de la population française. Donc on est largement sur, vous avez des douloureux chroniques qui mériteraient d'avoir une éducation thérapeutique. Et donc, le programme existe. Après, il faut trouver le médecin, l'infirmière, le pharmacien, le psychologue et le temps de chacun de ces professionnels pour pouvoir mettre en œuvre ça, c'est-à-dire du temps payé et également du temps sur des agendas qui sont déjà débordants. Voilà, donc le sujet, il est là. La réalité, c'est que l'éducation thérapeutique aujourd'hui, c'est quelque chose qui est indispensable dans la prise en charge de la douleur chronique. La majorité des centres de la douleur le font.
et une minorité d'exercices coordonnés en pluripro, notamment CPTS et MSP, le font parce que c'est une question d'organisation et de financement. Voilà. Alors, entre parenthèses, quel est le financement des équipes dans un centre de la douleur? Elle est nulle, il n'y en a pas. C'est-à-dire que nous, on fait ça sur notre temps professionnel. Donc, soit on prend moins de patients et on fait de l'éducation thérapeutique pour ceux qu'on prend en charge, soit on le fait en plus. C'est-à-dire au lieu de faire 35 heures, vous savez qu'on ne les fait pas, vous ne les faites pas non plus, mais dans un cadre donc institutionnel public, à 50 heures, on ne va pas rajouter 5 heures, par exemple, de plus par semaine pour prendre en charge 100 patients en éducation thérapeutique. Donc, on réduit aujourd'hui notre ambitus de patients et on le regrette beaucoup. Donc voilà, ça, l'éducation thérapeutique, c'est vraiment une des clés de la prise en charge du douloureux chronique sur les 10 dernières années. C'est tout prêt, c'est complètement disponible, mais c'est difficile à mettre en œuvre à cause du temps et à cause du financement. Voilà, donc ça, c'est un point important. Et vous voyez que, pour le détailler un peu, on est sur des sessions qui sont des sessions donc sur la connaissance des mécanismes de la douleur, la gestion des traitements antalgiques, la gestion des habitudes de vie et la gestion des facteurs d'aggravation algique. Voilà, enfin, en gros, c'est les 4 secteurs sur lesquels on travaille le plus, avec 6 à 10 personnes, et en pluripro, essentiellement infirmière, psycho, de temps en temps pharmacien, et quand il a le temps, le médecin. Voilà, et c'est voilà, des séances de 2 heures à peu près, et c'est important que vous entendiez ça. Ça concerne tout douloureux chronique. Et c'est extrêmement efficace, on voit vraiment les effets, nous, en centre antidouleur, pardon. Voilà, quelle que soit l'étiologie donc de la douleur, ce qu'on appelle l'étiologie. Suivante. Alors, la prise en charge multimodale, c'est l'autre aspect. Vous allez me dire, mais c'est pas nouveau. Non plus, c'est pas nouveau. Bah, c'est pas nouveau, mais c'est pour la première fois intégré dans les recommandations professionnelles et dans les cahiers des charges de l'ensemble des centres de la douleur. Donc, consultation et centres universitaires. Et là, on est censé pouvoir mettre en place un certain nombre de prises en charge, et ces prises en charge sont obligatoires dans le cadre de la prise en charge de la douleur chronique. Donc, vous avez toutes les approches cognitivo-comportementales, donc la TCC classique, hein, la thérapie cognitivo-comportementale. Alors, l'ACT, qui est un dérivé de ce qu'on appelle donc, les 3e ou 4e vagues hein, des TCC, donc avec des adaptations. Et puis, il y a aussi, c'est pas que de la TCC, c'est encore quelque chose de plus élaboré. Et puis, il y a le CBT qui est plus américain, vraiment plus sur un comportement, je dirais, pragmatique que le travail cognitif qu'on fait en TCC. Voilà. Donc, ce sont les 3 types d'approches qu'on a globalement dans les approches cognitivo-comportementales. Ça, le problème, c'est que quand vous mettez en œuvre ça, c'est auprès d'un expert. En général, ce sont des psychologues, mais pas que, mais la plupart du temps, oui. Et c'est donc pour des acteurs de santé qui, pour une part, sont remboursés s'ils sont adhérents au dispositif Mon Psy. Ce n'est pas le cas de tous. Et en plus, ça ne rentre pas dans le cadre du dispositif Mon Psy, puisque ce n'est pas une prise en charge au sens propre du terme psychothérapique, même si moi, je considère que c'est une approche psychothérapique quand même. Voilà, puisque c'est un travail quand même qui tient compte du psychisme. Mais fondamentalement, quand vous allez aux États-Unis, ça fait partie au même titre que la rhumato, au même titre que l'ergothérapie, au même titre que l'ostéopathie. C'est considéré dans les mêmes approches. C'est des approches médicales ou médico-soignantes, au même titre que les autres. En France, pour l'instant, ça reste, encore une fois, surtout du domaine de ceux qui sont diplômés et essentiellement les psychologues. Donc, vous voyez qu'on est en retard et que malgré l'intégration de les recommandations professionnelles, il y a le mais qui persiste. Alors, les approches psychocorporelles, vous les connaissez tous. L'hypnose, l'habitation de pleine conscience, qui sont quand même relativement élaborées et qu'on apprend assez facilement. Oubliez les tutoriels qu'on a sur Internet, ça ne sert à rien du tout. Il faut vraiment qu'on ait des professionnels de santé qui s'adressent aux patients. Ensuite, on a une deuxième catégorie qui est plus soft, on va dire, et qui n'est pas du même niveau que l'hypnose et la méditation. La relaxation, la sophrologie ou la cohérence cardiaque sont plus du côté, on va dire, du corps proprement dit, alors que l'hypnose, la méditation pleine conscience, on passe d'abord par l'esprit. Et évidemment, on travaille sur le corps. Dans la sophrologie, les deux sont mêlés, mais il y a un énorme travail sur la gestion du corps. L'hypnose, c'est un autre sujet. On pourra y revenir, y compris si vous le souhaitez, vis-à-vis des mécanismes d'action. Puis vous avez une troisième catégorie d'approches psychocorporelles, qui sont les catégories assez variées, donc le yoga, le pilate, toutes les activités d'origine chinoise, Qigong ou Tai Chi,
Et puis les activités hédoniques, quelles qu'elles soient, ça peut être l'art-thérapie, donc aller au musée, faire du jardin, ça peut être l'écoute musicale, et d'autres activités hédoniques, comme par exemple la promenade en forêt. Vous savez qu'il y a des prescriptions de promenade en forêt, ou qu'il y a des prescriptions de jeux collectifs dans les bars et jeux cafés, par exemple au Canada. Et ça fait partie des prescriptions qu'on a dans les centres de la douleur anglo-saxons. Vous imaginez que ça ne se met pas en place facilement en France, notamment parce que, on l'a dit tout à l'heure, ça rentre dans des choses qui peuvent être considérées comme certaines dérives, ou en tout cas comme certaines choses qui peuvent être considérées comme des dérives. Alors la sylvothérapie, oui, pourquoi pas, bien sûr. Ça s'appelle comme ça, effectivement, vous avez raison. Et là, alors je n'ai pas parlé justement de ce qui s'appelle... oh là là, ça y est, je suis désolé, ça m'échappe. Enfin bon, peu importe, je trouverai tout à l'heure. Mais attention, justement, c'est bien le mot sylvothérapie, mais surtout ce qui rentre en ligne de compte, c'est qu'il faut que ce soit, entre guillemets, avec un minimum de cadre. Et il faut qu'on puisse avoir un minimum, non pas d'assises scientifiques, mais je dirais d'assises protocolaires. Voilà. Après, la science, c'est un autre sujet. Ceci étant, quand vous regardez la science sur tout ce que j'ai écrit, il y en a. C'est-à-dire qu'on peut s'appuyer, pour le Qigong, le Pilate, le yoga, on peut s'appuyer sur des données scientifiques qui mettent en avant. Alors des données scientifiques de qualité, hein, pas des données scientifiques parce qu'elles sont publiées, des données de qualité, c'est-à-dire avec des essais cliniques, avec des... on va appeler ça des recueils d'activités, de mesures en vie réelle. Et puis ça peut être aussi des... travaux mécanistiques qui expliquent le mécanisme d'action. Mais en gros, il y a assez de données scientifiques pour ça. On passe à l'activité physique adaptée régulière. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre que c'est fondamental. Ben, dans le domaine de la douleur chronique, ça vient d'arriver. C'est arrivé il y a 5 ans et pas avant. Dans la douleur chronique, on disait avant, on ne fait pas bouger les gens parce qu'ils ont mal quand ils bougent. Fibromyalgie, algodystrophie, lombalgie chronique, douleur neuropathique segmentaire. Voilà. Donc, ben non, maintenant, c'est l'inverse. Toute douleur chronique, quelle qu'elle soit, nécessite donc une activité physique adaptée régulière. Voilà. Ensuite, il y a donc la gestion pondérale, c'est pareil. On avait oublié pendant très longtemps que ça, c'est un aspect clé. Alors, on sait aujourd'hui, il y a des données très, très robustes pour dire que une personne qui a un surpoids va avoir plus mal à la tête. Évidemment, une personne qui a un surpoids est susceptible d'être beaucoup plus lombalgique, gonalgique, arthrosique. Voilà. Mais on sait aussi qu'une gestion pondérale, c'est une moindre capacité de gérer la douleur, quelle qu'elle soit. Et enfin, la gestion du sommeil, ce n'est pas uniquement le fait que les gens ne se reposent pas quand ils ne dorment pas, c'est le fait que pendant le sommeil, on a un renforcement des contrôles inhibiteurs descendants, c'est-à-dire des contrôles qui contribuent à la lutte contre la douleur aiguë et à la lutte contre la douleur chronique en général. Donc, un mauvais sommeil, c'est la mise en faillite des renforcements de ces contrôles inhibiteurs. Donc, ce n'est pas juste de dire vous ne vous reposez pas, donc vous pouvez être douloureux. C'est parce qu'il se passe des choses pendant le sommeil, qui sont des choses réparatrices, que ces choses, si elles ne se passent pas, eh ben, c'est gravissime. Et donc là-dessus, il faut toujours regarder comment se passe l'endormissement et évidemment, à minima, prévenir de la rhinopathy, évidemment, du syndrome d'apnée du sommeil. Donc là, c'est pareil, c'est intégré dans toutes les recommandations professionnelles, mais voilà. Donc vous allez me dire, voilà, alors j'ai mis fin de la vie monastique. La vie monastique, c'est on ne bouge pas, on ne s'occupe pas du sommeil, on fait de la psychothérapie, et puis point. Éventuellement la sophrologie. Maintenant, on fait des équilibres. Il y a des gens qui peuvent faire de l'hypnose, plus du yoga, plus une activité physique régulière, plus une gestion de leur sommeil, notamment par l'hypnothérapie d'endormissement. Et là, on est dans un équilibre beaucoup plus que dans on fait, on ne fait pas. Et ça, c'est une nouveauté, parce qu'avant, c'était on défendait, hein, on interdisait, ou bien on autorisait. On n'est plus du tout là-dedans. Et on dit aux gens, bah, vous faites jusqu'où vous pouvez aller. On dit aux gens, vous faites ce qui vous convient. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent convenir. Le yoga, ça ne convient pas à la plupart des fibromyalgiques, parce que c'est trop difficile. Eh bien, ça convient à un certain nombre d'autres fibromyalgiques. Ils sont peu nombreux, mais ça convient. Donc, on n'est pas, on fait pas je dirais des arrêts là brutaux dans les prescriptions, dans les recommandations. On est beaucoup plus souple qu'avant. Et ça, c'est récent. Ça a 5 à 10 ans maximum. Et surtout, c'est holistique. Donc, ça prend en compte le fait que, justement, dans notre prise en charge pluripro, il y a des psychologues, il y a des kinés, il y a des infirmières, il y a des ergothérapeutes, il y a des diététiciens.
il y a éventuellement des psychomotriciens, et puis évidemment il y a des médecins et des kinés. Donc tout ça, ça veut dire que c'est à pondérer et c'est à réfléchir. Alors, c'est à réfléchir au travers justement de l'évaluation multidimensionnelle de la douleur, mais également au travers du travail pluripro et des réunions de synthèse que vous pourriez faire autour d'un patient douloureux chronique, à savoir qu'est-ce qui lui convient le mieux. La suite. Donc là, j'en viens à cannabis thérapeutique. Bon, le cannabis thérapeutique, c'est quoi? C'est ce qu'on attend depuis 30 ans. Hein. Dans tous les pays du monde, aujourd'hui, on a un cannabis thérapeutique, hein, sauf en France. Voilà, c'est réglé. Bon, sauf en France et dans les pays musulmans, où évidemment c'est proscrit, mais la morphine est proscrite à l'usage commun dans un certain nombre de pays déjà musulmans. C'est comme ça, hein, pour des raisons, je pense, qui n'ont rien à voir avec la confession, mais qui ont à voir avec les habitudes culturelles et politiques. Donc le cannabis thérapeutique sera disponible probablement donc au printemps 2027 dans des conditions extrêmement encadrées. C'est un traitement de dernière ligne, après échec de tous les traitements de référence disponibles, donc il faut vraiment avoir fait tout le tour, donc il faut connaître les recommandations, avoir été chez des experts de chacune des indications du cannabis, et ces seules indications, il n'y en aura pas, 5 indications, pardon, il n'y en aura pas plus. Les douleurs neuropathiques réfractaires, certains symptômes d'inconfort du cancer et en soins palliatifs, donc ces 2 indications, la spasticité centrale, par exemple de la sclérose en plaques ou après un AVC, certaines épilepsies de l'enfant dans certains syndromes déficitaires, donc des syndromes que vous ne voyez jamais parce qu'ils sont suivis à l'hôpital. Au-delà, on ne peut pas. Ce n'est pas la peine. Et on est bien sur un extrait de plante, on n'est pas sur du CBD, on est sur une combinaison minimum de THC-CBD. Donc tétrahydrocannabinol, le fameux THC qui rend les gens, on va dire, qui font des hallucinations, et puis le CBD avec. Et donc, l'initiation se fait donc forcément par un praticien formé, donc ils ne sont pas tous formés, loin de là. Hein. Et c'est un praticien qui est formé par une e-formation qui dure 4 heures et avec des quiz pour valider la formation. Puis on renouvelle en ambulatoire éventuellement par un généraliste qui, lui, est formé. Hein. Voilà, c'est obligatoire. Et c'est tous les 28 jours. Donc ça sera disponible, suivante. Ça sera disponible au printemps 2027 et c'est un traitement d'exception. Donc en France, c'est le pays où il y aura le plus de restrictions à l'usage de ce traitement. Donc vous, généralistes, ou vous, paramédicaux, ou tout professionnel de santé, vous pourrez tout juste l'évoquer à votre patient. Et votre patient, il faudra qu'il passe dans les mains d'un expert et qu'il y passe beaucoup de temps jusqu'à ce qu'on dise c'est réfractaire et on va demander l'autorisation d'utiliser du cannabis. Donc vous voyez que, voilà, on attend depuis 30 ans et on va encore ramer une trentaine d'années. La suite. Non, 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 pas si vite. Voilà, alors, en migraine, c'est l'avènement des anti-CGRP. Alors, c'est quoi? Le CGRP, c'est un peptide hein, qui est libéré par les terminaisons nerveuses qui sont autour des vaisseaux, et ça, dans la situation de crise migraineuse. Alors, en général, ce peptide provoque une sensibilisation hein, donc des nerfs qui va créer effectivement la problématique douloureuse et une vasodilatation qui va se surajouter à la stimulation de ces terminaisons nerveuses et donc se déclenche le mécanisme migraineux. Alors, on a 2 classes. On a des anticorps monoclonaux, c'est pour ça que je parlais de biothérapie. Et ça sert pour la prophylaxie, pour la prévention de la migraine, disponible en France depuis 2021. Et une autre classe qui sert au traitement de la crise, qui s'appelle les GEPAN, là, disponible depuis 2023. La suite. Alors, je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas très intéressant, ça. La suite. C'est, voilà, juste que vous avez 3 MAB monoclonal antibody, hein, ça veut dire anticorps monoclonaux, mais on dit des MAB. C'est pour ça qu'on dit erenumab, frémanezumab et galcanezumab. Alors ces médicaments qui sont des médicaments, voilà, c'est des noms à coucher dehors, ils agissent, suivante. Voilà, ils agissent là, hein, ils viennent donc avec une action prolongée, empêcher le peptide CGRP de faire cette sensibilisation des nocicepteurs périvasculaires et la vasodilatation. Et ces traitements, donc il y en a un qui n'est pas disponible, qui existe et qui est largement diffusé aujourd'hui dans le monde entier, sauf en France, c'est l'Emovig de chez Novartis. Il y en a un autre, tu peux cliquer, Alexandra, qui s'appelle l'Ajovy, c'est Teva. Non, non, voilà, pardon. Et puis il y en a un autre, reviens, Emgality, qui est donc là le traitement de Organon. Et donc Ajovy et Emgality sont disponibles. On verra dans quelles conditions. En France, aujourd'hui, en sous-cutané. Mais évidemment, je vous montrerai que ce n'est pas simple. La suite. Alors, on a un 4e donc, anticorps monoclonal qui est délivré cette fois par voie
IVD et qui est distribué uniquement à l'hôpital. Les 3 autres, ils étaient en libéral, sauf l'Hemovic qui n'est pas disponible en France. Et là, donc, le Vyepti n'est disponible qu'en hôpital. Et c'est ce Vyepti aujourd'hui qu'on peut utiliser pour les patients et qui est remboursé, pas les autres. La suite. Donc, je voulais vous rappeler quand même que pour pouvoir utiliser ces médicaments, il faut d'abord avoir été réfractaire à tout ce que vous voyez là. Ça, c'est les traitements de fond de la migraine. Et le grand nouveau là-dedans, et c'est important pour les médecins généralistes, c'est le candesartan. On vient d'avoir les dernières études là, le candesartan a vraiment une efficacité élevée dans la migraine épisodique. C'est-à-dire c'est un traitement de fond de référence désormais dans la migraine épisodique. Et la migraine épisodique, c'est de loin la plus fréquente. Mais vous voyez qu'on n'a pas enlevé non plus les bêta-bloquants, qu'on n'a pas enlevé le laroxyde, la mitriptyline, et on connaît les restrictions pour donc, le topiramate et le valproate, essentiellement liées aux risques fétaux chez la femme en âge de procréer. Voilà. Enfin, pour la femme en âge de procréer. Alors, c'est important. Vous voyez que là, il faut être réfractaire à ces 6 classes avant d'avoir, enfin, ces 6 médicaments avant d'avoir recours au Vyepti à l'hôpital. Et j'ai encore pas parlé de la toxine botulique. Donc le Vyepti, cet anticorps monoclonal qui est un excellent médicament, bah, il n'est pas accessible très facilement. Il faut passer dans les mains de l'expert avant, et de nombreuses fois, et avoir épuisé tous ces traitements. La suite. Donc les effets cliniques, hein, par exemple le Vyepti, c'est un taux de répondeur d'1 tiers pour une réduction de 50% du nombre de jours de maux de tête pendant 3 mois. Ben, excusez-moi, mais ça, il n'y a aucun des médicaments par voie orale qui ne l'atteint. Aucun. Voilà, 1 tiers de répondeur avec 50% de moins de jours de céphalée par mois pendant 3 mois. Le seul médicament capable d'atteindre ça, c'est ces anti-CGRP. Alors pour le nôtre, c'est une injection sous-cutanée par mois, donc une perfusion par trimestre, pardon, ou bien pour ceux qui sont en ville, donc Emgality et Ajovi, c'est une injection sous-cutanée par mois. Problème, vous ne pouvez pas en ville le faire si vous n'êtes pas neurologue. Donc ici dans le territoire, il y a un seul neurologue libéral. Vous allez à Grenoble, il y en a plusieurs. Mais voilà, c'est forcément un neurologue. Gros problème. Gros avantage, pas d'effet latéral, ou très très peu, pas de contre-indication et aucune interaction médicamenteuse. Donc vous voyez que c'est vraiment la panacée. Le coût élevé, la suite. Après 2 échecs de traitement de référence, c'est l'indication en France, c'est réservé aux neurologues. La suite, voilà. Bon, on ne sait pas, c'était juste que c'est pour ça que c'est difficile, Alexandra, que tu sois de l'autre côté de l'écran, mais bon. En fait, on a aussi cette problématique que ce médicament, ou ces médicaments, cette classe de médicaments, les effets prolongés, quand on en a pris pendant 4, 5, 6 ans, on ne sait pas ce que ça fait parce que quand même, ça bloque la vasodilatation. Donc, à un moment donné, ça devait avoir un effet à long terme sur le système cardiovasculaire. La suite. Donc, je vous ai expliqué, Emgality Ajovi à prescrire donc, par les neurologues, c'est une injection sous-cutanée par mois, c'est 250 € l'injection, non remboursable. La suite, le Vyepti, c'est 2000 € par perfusion, et c'est en prise en charge chez nous en hospitalisation de jour, en hospitalisation à domicile. Suite. Voilà, donc laisse tomber, ça c'est pas important. Hein. Voilà, ça c'est la deuxième catégorie, pardon, c'est les traitements de la crise, les GEPAN. Alors les GEPAN, il y en a 2 en France, la Togepan, oui tu peux cliquer, voilà. C'est une action immédiate, toujours au même endroit, ou le Rimegepan. La Togepan s'appelle l'Aquipta et le Rimegepan s'appelle, clique, le Vidura. D'accord? La suite. Alors les effets cliniques, on a des effets qui sont extraordinaires. On ne va pas plus loin. Donc on a un taux de soulagement qui est très intéressant, avec un profil de tolérance qui est bien meilleur que les triptans, un niveau d'effet qui est similaire au triptan, pas de contre-indication cardiovasculaire, sauf si vraiment une grosse pathologie, pas d'effet cardiovasculaire et pas d'interaction médicamenteuse. Donc c'est vraiment génial. Et alors la cerise sur le gâteau, c'est qu'on peut en prendre plein, ça ne transforme pas la migraine en céphalée chronique quotidienne, donc en fameux migraine auto-entretenue par l'usage des traitements. Et alors la deuxième cerise, appuie, donc c'est qu'on peut utiliser ces médicaments à titre prophylactique. Et c'est le cas donc pour les 2 médicaments, la suite, hein, qui sont aujourd'hui le Vidura à 40 € par comprimé. Et on prend un comprimé tous les 2 jours à titre préventif ou un comprimé en cas de crise qu'on peut rajouter pour la crise migraineuse. Et l'Aquipta, c'est une boîte de 28, un comprimé par jour, 250 € la boîte. Et tout ça, c'est non remboursable. Donc autant vous dire que vous pourriez, vous, généraliste, prescrire ces médicaments. Là, ils sont autorisés à la prescription.
Mais dites-moi en France, qui va accepter de payer un comprimé de 40 € pour une crise migraineuse? Quasiment personne. Et pour l'Aquipta, je ne vous en parle même pas. Aujourd'hui, c'est compliqué. Il faut vraiment avoir beaucoup de temps avec les patients pour leur expliquer que c'est intéressant. La suite. Donc, on sort de la migraine et de ses anticorps, ou en tout cas de ces médicaments anti-CGRP, et on rentre dans le domaine de la technique de neuromodulation non invasive. La stimulation magnétique transcrânienne répétitive, ça a 10 ans. Donc, j'ai pris tout ce qui avait 10 ans. C'est une bobine d'induction électromagnétique qu'on place sur le cortex moteur droit avec des impulsions répétées pendant une quinzaine de minutes chaque semaine, alors pendant un mois, puis ensuite tous les 15 jours pendant un mois, puis ensuite une fois par mois pendant un mois. Et ça a un effet en stimulant ce cortex moteur droit. Ces impulsions électromagnétiques, en général, c'est donc à 10 Hz. Hein, ça a un effet réel sur la douleur neuropathique. Un patient sur deux est amélioré de plus de 50%. Et sur la fibromyalgie, on a un taux de répondeur d'environ 30%. Donc vous voyez que c'est vraiment une très belle technique. On a un énorme problème, c'est 1, l'appareil coûte 40 000 €. 2, il faut avoir du personnel pour l'utiliser et ça occupe beaucoup de temps. Donc ça existe pour l'instant qu'au CHU de Grenoble et encore c'est utilisé essentiellement là-bas pour la recherche. Et ça existe également dans un cabinet isérois qui semble-t-il le fait maintenant pour la fibromyalgie, qui est un cabinet de psychiatre à, je crois, Mélan. Alors, n'y allez pas parce que vous allez vous faire jeter. Moi, je me suis fait jeter il n'y a pas longtemps, mais semble-t-il que lui, ses patients en direct, il les prend. Voilà. Mais en tout cas, voilà, sachez qu'on a cette technique qui est une excellente technique sans aucun effet secondaire. Mais voilà, le problème, c'est l'appareillage. Alors, si les centres de la douleur étaient outillés en cet appareillage, on aurait déjà nettement moins de médicaments dans la douleur neuropathique. On aurait beaucoup plus de gens améliorés, mais il faudrait une personne à temps plein pour s'en occuper. Voilà, donc c'est l'appareil 40 000 €, puis ensuite vous payez une infirmière entre 40 et 60 €. La suite, donc 50% de répondeurs, c'est exceptionnel. Hein. La suite, voilà, la suite, c'est ce qui peut-être éventuellement prendra la suite de la RTMS, la TDCS, Transcranial Direct Current Stimulation. Alors, excusez mon accent, vraiment pas beau. C'est la stimulation transcrânienne par courant continu, qui est tout simplement un courant, comme le courant continu qu'on peut avoir, nous, comme ça à la maison, hein, puisqu'on peut en fabriquer du courant continu, notamment c'est ce que donne une pile. Vous avez un stimulateur. Donc, oui, c'est le cabinet du psychiatre. Alors, il y a Fontaine et il y en a un autre. Mais il utilise la RTMS, Marion, il l'utilise pour donc, la dépression, pour la fibromyalgie. Maintenant, il s'est mis à l'utiliser pour la douleur chronique depuis quelques mois. Donc, j'ai dit Mélan. Alors, si c'est Fontaine, je me suis trompé. Avec toutes mes excuses. Et merci pour la correction. Donc, cette stimulation est extrêmement simple. Donc, il suffit d'avoir un petit générateur. On met 2 électrodes et on met ça sur la tête. La suite. Voilà. Donc là, il y a ils existent, hein, les casques. Hein, c'est extrêmement simple. Il y a 2 électrodes simplement. Le courant passe entre les deux et ça passe au-dessus du cuir chevelu. On ne sent rien. Il n'y a aucune contre-indication. La suite. Voilà, c'est un dispositif simple qui est ambulatoire, qui stimule le cortex moteur droit aussi, à visée antalgique. On fait des séances à domicile, tout seul, plusieurs fois par semaine, et tous les 3 mois ou tous les trimestres, donc, ou tous les mois. Le problème, c'est que l'appareil n'est pas disponible en France. Il coûte à peu près 300 € au total, parce que le marquage CE du casque, que vous avez vu tout à l'heure, il n'est pas donné. Mais vous vous rendez compte où on en est. Hein. Donc, si vous avez des patients qu'on stimule, qu'on aide avec cette technique, et il y en a qu'on peut aider avec cette technique. Pour l'instant, dans la migraine chronique, ça peut aider certaines personnes. Dans la fibromyalgie, ça peut aider certaines personnes. Donc, c'est une technique de neuromodulation non invasive complémentaire, qui peut être certainement plus efficace que les techniques périphériques non centrales, c'est-à-dire ailleurs qu'au niveau du cerveau. Ben, on n'a pas le marquage CE du casque, ou alors on va le chercher en Italie, puis on prend son casque et on le prend avec ses risques et périls en cas de problème. Mais enfin, en général, il n'y en a pas. Mais voilà, donc c'est le vrai souci, et ça, nous, on attend. Ça fait 5 ans hein, qu'on attend. Et pour l'instant, on est complètement bloqué. Donc, tous les laboratoires, du moins les fabricants sont prêts, mais voilà. Alors, après, dans la neuromodulation périphérique, donc on arrive au fameux bracelet qui délivre des ondes millimétriques au poignet. Pour ceux qui reçoivent mes courriers, ils voient que j'en prescris beaucoup. C'est une start-up grenobloise qui l'a mis en place, enfin qu'il a construit, élaboré il y a 5 ans à peu près. C'est dérivé de techniques russes un peu complexes. C'est un bracelet qu'on passe au poignet qui stimule le nerf médian, qui lui-même va donc stimuler
le tronc cérébral, 3 à 5 sessions de 20 minutes par jour, 3 mois minimum, je pense 4. Les indications principales, c'est l'arthrose et la fibromyalgie. Alors, ça aide sur la douleur, l'asthénie, le sommeil. Ça peut aider beaucoup. La plupart du temps, ça aide un peu, mais il y a quand même des non-répondeurs, bien évidemment. On loue sur prescription, c'est 40 €, sinon c'est 50 € sans prescription. Et pour l'instant, ils ont demandé donc le remboursement par la sécurité sociale, mais ça ne marchera pas. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'intéressant pour vos patients, pour la fibromyalgie notamment. Et vous pouvez leur prescrire sans aucune difficulté. Vous allez sur le site de Rémédé et vous regardez comment on prescrit et vous prescrivez ça. La suite. La photobiomodulation. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette technique. C'est donc une technique laser de faible énergie qu'on va utiliser en local pour des propriétés à la fois anti-inflammatoires, cicatrisantes et antalgiques. Et c'est surtout utilisé en soins de support, notamment après les chimiothérapies ou les radiothérapies, hein, donc en cas de douleur, de nausée, d'atrophie cutanée ou de dysgeusie. Alors, aujourd'hui, c'est complètement acquis. Hein. Et il est possible qu'en douleur chronique, notamment sur les douleurs cicatricielles, sur les douleurs neuropathiques très localisées, sur des douleurs osseuses profondes très localisées, ça puisse être intéressant. Donc, il y a des essais en cours. Et là, encore une fois, si quelqu'un dispose d'un appareil comme celui-là, c'est possible, il est possible de l'acheter, hein, j'en connais pas le prix, eh ben, il peut l'utiliser. Donc, un kinésithérapeute qui veut travailler ce qu'on appelle en médecine physique, hein, c'est une action physique, comme il fait par exemple des ondes courtes ou de la TENS, eh ben, il peut très bien utiliser la photobiomodulation, mais l'appareil est quand même relativement cher. Hein. Voilà. Alors, ce n'est pas la miltathérapie ou la miltothérapie, hein, qui était dérivée aussi de techniques russes, qui pendant un certain temps avait été utilisée. C'est autre chose, on est vraiment sur la photobiomodulation. La suivante. Voilà, j'arrive à la fin, donc j'avais dit que je prendrais à peu près un peu moins d'1 heure, et puis que je laisserai une trentaine de minutes aux questions. C'est simplement pour vous dire que la musique, l'écoute musicale, c'est un petit peu mon dada. C'est quelque chose qui aujourd'hui est rentré dans les mœurs pour tout type de douleur chronique. Le gros avantage, c'est que ça ne coûte rien, c'est les gens qui choisissent leur musique, et qu'on a des effets à long terme de cette écoute musicale, mais qui ne sont pas que des effets antalgiques, qui sont également des effets donc, cognitifs, des effets hédoniques, des effets donc également hypnotiques pour certains. Donc, écouter de la musique, ça a une faculté antalgique. Vous allez me dire, oui, mais juste quand on écoute la musique, bah oui, mais c'est pas bien grave parce que quand quelqu'un va beaucoup mieux pendant 1 heure, bah, c'est déjà ça. Et surtout, quand on l'utilise régulièrement tous les jours, et ça a été testé, et ben, ça a un effet à long terme. Donc, on reviendra dessus parce que je ne peux pas non plus développer sur ce sujet. Mais voilà, aujourd'hui, la musicothérapie prend toute sa place, en sachant que dans le Voironnais, commencera en septembre une étude que je coordonne au niveau national et qui s'appelle Concert sur ordonnance. C'est-à-dire qu'on va demander aux gens qu'est-ce qu'ils aiment comme musique, on va leur offrir des concerts et on va mesurer tout un tas de paramètres juste avant, pendant et après le concert et des semaines après le concert et plusieurs concerts de suite pour voir ce que ça fait. Alors vous allez me dire, c'est de l'occupationnel. Oui, mais pas que, et on a des arguments pour ça. Voilà, on va démarrer en septembre et certains de vos patients seront certainement inclus au travers de nos centres de la douleur. Merci pour votre attention, je suis ouvert aux questions maintenant. Alors, vous pouvez soit demander la parole et puis poser votre question, soit les écrire dans le chat. Il n'y a pas de questions, c'est parfait. Tu peux remettre ta caméra, peut-être, Gérard? Moi, j'ai une question. Oui, Antoine Villard. Oui, oui, bonjour. Je me posais la question parce que il y a 2 ans, je t'ai entendu parler du cannabis thérapeutique. En fait, tu expliquais qu'il fallait qu'il y ait une équimolarité, c'est ça, entre le CBD et le THC pour que ça marche. Comme c'est effectivement assez difficile enfin, pour l'instant même impossible de s'en procurer. Il y a un certain nombre de gens qui font de l'automédication en achetant en ville, puisque c'est quand même pas très compliqué. Et est-ce que ça marche?
C'est-à-dire, est-ce que là, le cannabis du commerce, j'allais dire, respecte, enfin, est suffisamment bien dosé pour que effectivement les gens, ça marche, ou c'est juste un effet placebo, ou que ça les envoie en l'air et que du coup ils sont tranquilles? C'est une bonne question. En fait, si tu veux, il y a un sujet sur le cannabis. En fait, c'est pas un mélange équilibré de THC-CBD. C'est vraiment un mélange où il peut y avoir 10% de CBD, 90% de THC, ou bien 90% de THC, 10% de CBD. C'est à nous de le mettre en place, ce mélange. Donc les gens vont répondre plus ou moins au mélange. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il faut toujours un mélange. Parce que le CBD atténue les effets secondaires liés au THC, et le THC est toujours nécessaire pour avoir un effet sur la douleur. Alors, est-ce que c'est efficace? C'est comme tout. Quand tu prends de la prégabaline, c'est efficace chez certains patients, pas chez d'autres. Le CBD plus THC, c'est-à-dire le cannabis, c'est pareil. Il y a des patients qui vont répondre, d'autres pas. Les patients que j'ai sous cannabis thérapeutique aujourd'hui, j'en ai 4. Ça répond très bien. C'est le seul traitement qui a permis à ces gens de revivre, de continuer à travailler pour certains, d'être sans plainte, de ne plus avoir de traitement médicamenteux pour certains, et donc d'être dans une situation, notamment j'en ai 2, qui sont totalement indolents, qui disent mais j'ai plus mal du tout, donc je suis très tranquille. En plus, ces deux-là, enfin il y en a un qui a une spasticité très importante, donc c'est bien sûr, ça peut marcher quand ça marche, et il y a des gens pour lesquels ça ne marche pas. Alors on a aussi 2 choses, on a la réduction de l'intensité douloureuse, et on a une autre réduction, qu'on ne mesure jamais dans la douleur, mais que les paramédicaux connaissent très bien. C'est le ressenti douloureux dans le cadre de sa désagréabilité. On sait qu'il y a des symptômes qui sont désagréables. Exemple, les fourmillements, mais ils ne sont pas douloureux. Mais on sait que la douleur, elle a 2 composantes. Une composante sensoridiscriminative qui est l'intensité de la douleur perçue, et une composante plus affectivo-émotionnelle qui est la tolérabilité de la douleur et le niveau de ressenti douloureux. Et on sait très bien que quelqu'un qui dit j'ai 8 sur 10 en douleur, s'il est dans certaines conditions, il tolère très bien cette douleur. La condition de guerre, par exemple. On demande à quelqu'un qui dit vous avez combien en douleur? J'ai 8 sur 10. Sur cette blessure, j'ai 8 sur 10. Mais vous faites quoi? Mais ça ne me gêne pas. Pourquoi? Il faut survivre. C'est exactement ça. La composante affectivo-émotionnelle, elle est liée à ce que le sujet est capable de faire pour le tolérer ou pas. La composante sensoridiscriminative, c'est simplement ce que le système dit, le gain là, de l'information nociceptive, c'est temps. Mais ça veut dire qu'on est capable de tolérer, effectivement, en fait, n'importe quel niveau de douleur. C'est une évidence. On sait très bien que les types qui se pendent avec des hameçons, qu'on voit dans les dérives, ils supportent la douleur, même au contraire, ils la transforment en système hédonique. Donc, le cerveau fait ce qu'il veut avec l'information sensoridiscriminative. Et donc, le cannabis, probablement, affecte essentiellement la composante affectivo-émotionnelle, sans pour autant que les gens transforment leur cognition ou leurs émotions ou leurs affects. Ils ne sont pas transformés par un produit psychotrope. Ils sont comme d'habitude, mais ils sont beaucoup plus tolérants à la douleur. Alors, on comprend le mécanisme quand on connaît les modulateurs. Les modulateurs, c'est le cannabis agit sur 2 récepteurs principaux, CB1, CB2, qui sont des récepteurs qui sont liés au système endocannabinoïde et qui modulent de nombreux autres systèmes dans l'organisme. Donc, évidemment, c'est par ce biais-là que ça intervient. Voilà, donc oui, il y a des répondeurs, des non-répondeurs, et oui, il faut trouver un mélange, mais il faut l'équilibrer, pas forcément 50-50, mais ça peut être 90-10 ou 10-90. Et alors, les fumettes, elles sont beaucoup plus riches en THC qu'en CBD. Et ben, tu demandes à un douloureux neuropathique si la fumette lui a fait du bien, souvent oui, bien sûr que oui. Mais un douloureux neuropathique de 70 ans, par exemple après une chirurgie abdominale, une cicatrice douloureuse, il ne veut pas aller chercher du cannabis en ville. Une sclérose en plaques de 40 ans, si. Un paraplégique de 35 ans, il en a à l'hôpital, parce que ça se promène dans l'hôpital. Voilà. Donc oui, bien sûr que le cannabis de la ville a un effet antalgique réel, comme le cannabis thérapeutique. Mais on ne sait pas ce qu'on fait. Mais ce n'est pas grave. Alors, il y avait une question de Delphine Terrasse qui a un souci micro, qui est infirmière en ETP notamment, qui demande quels jours ont lieu les séances de TP et comment inclure des patients. Alors, évidemment, puisque ce sont des patients qu'on suit dans notre dispositif, dans notre centre, il faut d'abord passer par le centre. Donc, nous, on a sélectionné nos patients du centre parce que si je prends par exemple le lombalgique ce matin que j'ai vu,
c'est un lombalgique hyper excité, hyper énervé, je ne vais pas le mettre dans un groupe de TP. Donc, on ne met pas n'importe quel patient en ETP, d'une part, et d'autre part, c'est des patients qu'on met en ETP parce qu'on les a suivis, nous, parce que c'est nous qui organisons l'ETP. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas de problème, et ça, c'est un truc intéressant à faire au sein de la CPTS, pour recevoir des patients que vous nous adressez. Le problème, c'est que nous, on va être obligé d'enlever des patients à nous, dans notre dispositif. C'est ce que je vous expliquais, on fait des sélections. Donc aujourd'hui, si on prend des gens de chez vous, on vire des gens de chez nous. Ça, si j'explique ça à la direction générale du CHU, on va me dire, monsieur, vous ne faites plus de TP. Alors, Voilà. comment on peut imaginer délocaliser ces ateliers avec d'autres équipes d'ambulatoire? Oui, complètement. Moi, l'idée, c'est que vous ayez de quoi faire et on viendra vous les présenter et vous accompagner pour la mise en place. Alors, comment faire, Delphine? Eh bien, exactement ce que dit Alexandra. On peut, dans le cadre de la CPTS, dire, ben voilà, qui sont les professionnels en ambulatoire qui ont envie de s'emparer de l'ETP et qui veulent prendre du temps et qui veulent demander un financement auprès de l'ARS pour l'ETP en ambulatoire. Ben c'est là, on les forme, on leur donne gratuitement le programme, on leur donne tous les moyens d'évaluation, on les accompagne pendant un certain temps et roule 1000, bien sûr. Alors, je me permets de rajouter quelque chose sur le TP. Je ne sais pas si tu parles du coup d'être porteur de TP sur la CPTS, mais l'ARS en Isère ne veut pas que les CPTS portent des programmes ETP. Donc, on ne peut pas déployer des programmes ETP en les construisant via une CPTS. On est un des seuls départements à ne pas pouvoir le faire en CPTS. Alors, en fait, bon, il y a un truc, est-ce que vous ne pouvez pas passer par les MSP? Si, pourquoi pas, il y a certainement des choses à faire, mais ce type d'info, enfin, il faut plutôt essayer de faire, comment dire, Faudra qu'on changer, soit essayer de ingénieux comprendre pour pourquoi contourner. l'ARS s'oppose à ça, quoi, parce que c'est tellement pas logique. Il y avait une autre question de Laurence Armand-Guillain. Je ne sais pas si vous pouvez ouvrir votre micro. Sinon, la question, c'était quel lien peut-on faire entre l'anxiété et les sensations douloureuses? Ah, c'est pas compliqué. Une sensation douloureuse, c'est d'abord et avant tout un signal ascendant de la périphérie vers le cerveau, qui passe par le tronc cérébral. L'anxiété, elle génère quelque chose de précis. Elle va perturber des contrôles inhibiteurs descendants, c'est-à-dire que tout signal nociceptif ascendant vers le cerveau va être régulé par un contrôle inhibiteur, exactement comme quand vous avez une hormone thyroïdienne, elle est régulée en retour, le phénomène de rétroaction, par des hormones donc hypothalamiques et hypophysaires. Donc ce rétrocontrôle, ça permet d'éviter d'être envahi par la douleur. C'est le contrôle inhibiteur descendant typiquement que vous connaissez tous, sans le savoir, c'est le système endomorphinique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand vous mettez de la morphine, vous faites fonctionner beaucoup plus ce système inhibiteur descendant. Point. C'est comme ça que marche la morphine. La morphine, elle génère une barrière au côté ascendant donc du signal nociceptif. Que fait l'anxiété? L'anxiété vient désorganiser ce contrôle inhibiteur descendant. Donc, si vous avez moins de contrôle inhibiteur descendant, vous avez plus d'ascendant, donc plus d'informations douloureuses qui vient au cerveau. Plus l'autre phénomène de l'anxiété, c'est que quand vous êtes anxieux, vous êtes en situation dite de préparation. Quand vous avez dans le cerveau une sensation douloureuse, enfin quand vous avez une sensation douloureuse, dans le cerveau se met en place une activation cérébrale bien particulière. Cette activation cérébrale, elle est préparée par l'anxiété. Quand les anxieux ont déjà vécu l'expérience douloureuse, ils réactivent la majeure partie de cette activation cérébrale, sauf l'aspect sensoridiscriminatif, puisque la douleur n'est toujours pas arrivée, par exemple, après une stimulation. Pour la migraine, c'est ça. Si vous avez peur d'avoir la migraine, sans le savoir implicitement, vous mettez en œuvre dans le cerveau tout ce qui fait que la migraine va se déclencher. Donc l'anxiété a un deuxième mécanisme, outre l'inhibition, enfin la réduction des contrôles inhibiteurs descendants, c'est de favoriser la préparation à la survenue de quelque chose qui est déjà connu. Je ne rentre pas dans les détails des mots. Il y a un troisième effet qui est important. Dans un certain nombre de cas, notamment en douleur chronique, la douleur est capable, l'anxiété est capable d'être un contrôle facilitateur. C'est-à-dire, en fait, vous augmentez
la capacité du système nerveux à conduire des influx ascendants. C'est-à-dire vous réduisez à rien du tout les contrôles inhibiteurs et vous facilitez les contrôles, enfin, vous facilitez l'ascendance du message. Donc, c'est une dinguerie. Parce que l'anxiété, c'est tout. Tout est fait avec l'anxiété pour avoir plus mal. Et ça n'a rien à voir avec le psychisme, c'est biologique. Entre parenthèses, le cerveau porte le psychisme et les sensations, enfin, ce qu'on appelle la sensorialité. Donc, quand on dit il y a du psychisme et du somatique, c'est une grosse bêtise. Tout est lié. Hein. Le cerveau fait une image globale qui vous donne une conscience. Et cette conscience, elle dépend de tout un tas d'aspects, des aspects sensoridiscriminatifs, des aspects affectivo-émotionnels, cognitifs, confessionnels, spirituels, politiques, etc. Voilà, donc j'espère avoir répondu à votre question. Plus de questions? Antoine? Oui, si on a une minute, j'aurais juste voulu que tu précises un peu l'histoire des artans dans la migraine, c'est en traitement de fond. Si, enfin, voilà, 2 minutes, parce que ça n'intéresse peut-être pas tout le monde. Ouais. Alors, les sartans. Écoute, il y a 15 ans, comme toujours, hein, les Anglais ou les Scandinaves, je ne sais plus, ont fait une étude clinique qui émane en fait des constats. Les constats, c'est on a des gens hypertendus et migraineux, on leur donne un sartan, tiens, ils sont plus hypertendus, mais surtout, ils sont plus migraineux. Merci Marion, et merci Laurence, et merci Delphine. Donc, merci des merci. Donc, que se passe-t-il? Eh ben, évidemment, ils proposent donc une étude clinique, et ils font une étude clinique unique, monocentrique, qui montre que le candesartan, entre 4 et 16 mg, a un effet antimigraineux. Gros avantage des sartans, on a très très peu d'effets secondaires. Donc, évidemment, les experts s'emparent de ça, et les experts deviennent des prescripteurs de sartans. Et à force, bien qu'il n'y ait pas l'AMM, un jour, quelqu'un a dit il faut faire une étude multicentrique, internationale, pour démontrer que les sartans, et le poser aux autorités, pour démontrer que le candesartan est un médicament de la migraine, est un médicament préventif. Et c'est exactement ce qui vient d'arriver. Il y a quelques mois, il y a une magnifique étude qui est sortie, et puis qui met définitivement le candesartan au niveau scientifique, au même niveau que l'amitriptyline, le propranolol. Mais les autorités françaises, tant que le labo, et ça n'arrivera jamais, puisqu'il est génériqué, aucun labo génériqueur va déposer une demande d'AMM pour le candesartan dans la migraine. Donc, quand on le prescrit pour l'hypertension. Bah oui, bien sûr, disait Delphine, tout à fait. Donc, il y a plein de choses qui sont très spécifiques à la situation française, mais aujourd'hui, dans la mesure où il y a des recommandations professionnelles d'usage du triptan, du candesartan, pardon, pour la migraine en termes préventifs par les sociétés savantes. Deuxièmement, dans la mesure où il y a des données scientifiques, si jamais vous êtes emmerdé avec la Sécu et on dit au patient, il faut rembourser ce médicament que vous avez acheté, bon, un générique candesartan quand même, parce que vous l'avez acheté et que ce n'était pas une hypertension, pas de problème, vous, médecin, vous prenez fait et cause pour votre patient, vous appelez un expert, ma pomme, et puis vous déposez un dossier à la Sécu et c'est réglé, il ne vous emmerde plus. Voilà. Donc, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas d'AMM, il n'y aura pas de problème. Et y compris au niveau légal, s'il arrive quelque chose. Le truc classique, petite hypotension chez quelqu'un qui n'a pas mangé pendant 3 jours, il prend du candesartan pour sa migraine, il se casse la gueule, il se fait un traumatisme crânien, il a un hématome sous-dural, il meurt. C'est con, hein? La famille attaque le médecin qui a donné du candesartan en disant hypotenseur, chute par hypotension. Là, vous avez tout pour dire non. Argumenter, motiver cette prescription. Les risques, c'est les risques de n'importe quel hypertenseur. Donc voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y a encore des questions, ou dans le chat, ou en levant la main? Non, a priori, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Un grand merci. Et aux participants et à l'intervenant. Merci à la CPTS d'avoir organisé ce temps-là. Gérard, un mot de la fin? Non, je vous remercie pour votre attention et vos questions. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.